Bonjour Emmanuel Dupuis, vous êtes analyste politique et président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. On va parler avec vous de la situation au Moyen-Orient. D'abord, merci d'être présent une nouvelle fois dans la matinale de Média TV. Alors, on l'a vu dans le journal il y a quelques instants, la situation est, disons, calme pour l'instant, en tout cas au Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de véritable rupture de la trêve, même si il est question de plusieurs navires qui ont été arraisonnés par les Iraniens d'une part, qui ont été refoulés par les Américains d'autre part. Les négociations paraissent au point mort, selon vous. Est-ce qu'elles se déroulent quand même, mais en coulisses ? Non, pour l'instant, elles sont bloquées. Elles sont bloquées pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que la délégation iranienne est incapacitée par la guerre picocoline qui a lieu entre ce qui reste du pouvoir iranien depuis les frappes israélo-américaines qui l'ont totalement démantelé. On a eu des signaux convergents selon lesquels les négociateurs, notamment Rader Khalibaf, le président le président du Majlis, l'Assemblée nationale, n'est pas tout à fait en adéquation avec Wahidi, l'actuel chef des gardiens des révolutions, avec les termes de la négociation. Faut-il négocier, d'une part, ce sur quoi il faut négocier, la question de l'enrichissement de l'uranium ou du maintien d'une capacité d'enrichissement de l'uranium est au cœur des débats, et bien évidemment le maintien de la trêve. La trêve qui, comme vous le dites très bien, est maintenue, même si il y a des contradiction sur le nombre de navires qui transitent par le détroit d'Ormuz, la capacité à considérer que ce sont les Iraniens ou les Américains qui bloquent toujours le détroit d'Ormuz, et bien évidemment avec la volonté du président américain et des négociateurs, dont J.D. Vance, qui était hésitant, mais qui finalement présidera cette négociation à Islamabad sur les termes de l'accord avec la partie iranienne. On le comprend, le président américain est de plus en plus impatient. Il est de plus en plus impatient pour mettre fin à ce conflit qui lui coûte des points dans l'opinion publique américaine, qui n'a pas réduit la tension sur le marché des hydrocarbures, qui confirme l'idée que les Américains n'ont pas vraiment de plan de sortie depuis le déclenchement de cette opération le 28 février dernier. Ça veut dire que du côté de la Maison-Blanche, l'attitude c'est débrouillez-vous, mettez-vous d'accord, mais faites vite. Oui, et puis c'est surtout mettez-vous d'accord sans nous, dans le sens où les Américains veulent désormais se focaliser sur le détroit d'Ormuz et la question de l'éventuel changement de régime en Iran ou de l'éventuelle capacité à maîtriser les quelques 440 ou 600 kilos d'uranium enrichi n'est plus tout à fait au cœur des priorités du président américain. Le président américain veut impérativement que le pétrole descende en dessous de $100. Il veut empêcher d'une certaine manière que la Chine ne bénéficie de la situation et il veut sortir de ce conflit le plus rapidement possible. Le caractère très erratique de la politique étrangère américaine, et on l'a lu, en tout cas à travers le récit qu'en fait le Wall Street Journal et CNN, que le président américain, dans son impatience, en viendrait presque à mettre en danger la manière dont les opérations militaires doivent se tenir ou doivent être organisées avec précision. Oui, c'est-à-dire que le président américain prendrait des décisions un peu à l'emporte-pièce, c'est ça ? C'est ce que, en tout cas, révèlent un certain nombre de médias, et des médias sérieux, comme je le disais, le Wall Street Journal parmi ceux-là, ou CNN, ou ce que révèlent des indiscrétions de la part de la chaîne de commandement américain, comme quoi le chef d'état-major américain n'a pas pu évoquer les conséquences réelles que ce conflit pourrait avoir s'il se maintenait, notamment une éventuelle opération terrestre que le président américain avait très sérieusement envisagée. Et on le comprend et on l'a vu à travers ces dernières heures, un certain nombre de responsables politiques américains, notamment au sein du ministère de la Défense, qui sont remerciés. Le dernier en date, le secrétaire à la Marine, ce qui, vous me l'accorderez, n'est pas tout à fait de bon augure quand une importante armada s'est déployée depuis plusieurs semaines, depuis plus d'un mois, en tout cas au large en mer
dans le golfe d'Oman et à l'embouchure du détroit d'Ormuz donnent des signaux contradictoires sur le sérieux, sur les ambitions et surtout sur le consensus que cette opération militaire doit s'imposer. On le comprend aussi à travers la très grande impatience d'un certain nombre de responsables et d'amis politiques du président américain qui constatent les dégâts, que ce soit à la Chambre des représentants ou au Sénat américain. On a vu ces images assez spectaculaires dans le journal, là, il y a quelques instants, de ces deux navires battant pavillon panaméen qui ont été arraisonnés par les gardiens de la Révolution, en tout cas des commandos des gardiens de la Révolution. Là aussi, ça a été largement diffusé par la télévision iranienne. C'est, selon vous, quoi, une bataille de la communication? C'est de la propagande avant tout? C'est avant tout de la propagande, enfin, en tout cas, c'est de la communication offensive par rapport à les opinions publiques des deux pays, pour montrer aux Iraniens que les gardiens de la Révolution ont encore la main, qu'ils ont encore la capacité d'arraisonner ces bateaux. Et les deux côtés américains, les Américains ont montré avec moultes images à l'appui qu'ils avaient aussi la capacité d'empêcher les bateaux battant pavillon malaisien. Mais on sait que les pavillons malaisiens sont en fait des faux-nez de pétroliers ou de vraquiers qui vont ensuite en direction de la Chine pour montrer que les Américains sont aussi à la manœuvre. Donc c'est effectivement une guerre d'image pour montrer que l'armée, la marine des gardiens de la Révolution est encore en capacité d'arraisonner des bateaux. D'ailleurs, des signaux très inquiétants ont confirmé de l'aveu même des Américains qu'il y aurait une vingtaine de mines qui auraient été observées, en tout cas décelées par les navires américains déployés pour justement les désarmer, ce qui prouve que la capacité de résistance de la marine des gardiens de la Révolution, contrairement à ce qu'a affirmé ou tweeté ou annoncé Urbi et Orbi le président américain, n'est pas vraiment une réalité aussi vraie qu'il le dit. Oui. Alors, pendant qu'on attend encore, pendant que le monde entier attend la reprise des négociations entre Washington et Téhéran, que se passe-t-il, selon vous, dans un camp comme dans l'autre? Est-ce que chacun est en train de fourbir ses armes, ou en tout cas reconstituer ses stocks, selon vous? Alors c'est effectivement l'annonce, ou en tout cas la menace que les Américains laissent planer, comme quoi ces négociations sont en fait une façon pour les Iraniens de se réarmer, ou du moins de disposer de matériaux dont ils ont besoin, notamment pétrochimiques. Et c'est une des raisons pour lesquelles les Américains ont justifié l'arraisonnement des deux bateaux battant pavillon malaisien, car ils contiendraient, ou ils auraient contenu des moyens pétrochimiques dont les Iraniens ont besoin pour leurs missiles balistiques, dont ils disposent encore en grande quantité. Les Américains en conviennent, à peu près 50% des quelques 2000 missiles que les Iraniens possédaient avant le déclenchement des opérations. Donc les Américains sont en train, évidemment, de jauger l'efficacité de ces négociations, mais d'une certaine manière, on a le sentiment que ces négociations vont dans deux sens différents, car on ne lui donne pas à Téhéran et à Washington la même importance. Les Américains partent du principe que ces négociations les empêcheraient ou leur permettraient de ne pas frapper de nouveau l'Iran. C'est ce que le pas d'une part, ou dit-il, ne veut pas relancer les opérations militaires, et en même temps, il brandit cette menace de manière constante. Et puis de l'autre côté, les Iraniens, qui eux ne souhaitent pas encore engager des combats de manière militaire, mais souhaitent avant tout permettre que leur uranium enrichi reste sur leur territoire. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'une interprétation différenciée. Les Américains étaient prêts à concéder 20 ans de pause sur le programme d'enrichissement uranium à raison de 60%. Les Iraniens ont négocié, entre guillemets, une réduction à 15 ans, voire à 10 ans. On voit bien que c'est un grand marchandage qui, in fine, veut aller dans la même direction, une cessation des hostilités, et bien évidemment le fait que l'Iran veut désormais continuer à agir, peut-être indirectement, votre reportage précédent le montre, à travers sa capacité de réaction qui reste encore très forte, par exemple au Liban. Oui. Alors il y a Donald Trump qui dit que ces négociations pourraient reprendre dans les
prochains jours, les tout prochains jours, très rapidement même. C'est ce qu'il a dit, ou en tout cas écrit à un confrère, un journaliste américain qui lui avait envoyé un message texte pour lui demander quand est-ce qu'allait reprendre les négociations. Et le président américain lui a répondu, c'est pour bientôt. Vous y croyez ? Alors, si on en croit les médias iraniens, non, car pour l'instant, la position iranienne est une position de fermeté qui empêcherait les négociateurs de quitter Téhéran. Ensuite, les interprétations sont diverses sur la volonté des gardiens de la révolution de même prendre en compte ce que les propres négociateurs iraniens auraient négocié, que ce soit Abbas Arachi, le ministre des Affaires étrangères, ou Bagher Khalibaf, le président du Parlement iranien. Donc il y a effectivement une double détente. S'il y a bien une reprise des négociations, est-ce que le contenu de ces négociations, la conclusion, la finalité de ces négociations seront prises en compte à Téhéran, avec évidemment un non-dit qui reste et qui plane depuis le début de ces négociations à Islamabad, la position du guide suprême, dont Mojtaba Khamenei, dont on n'entend plus la voix, enfin dont on n'a jamais d'ailleurs entendu la voix, et dont on entend ou dont on écoute ou dont on perçoit la prise de parole à travers des communiqués qui de plus en plus semblent être dictés par les gardiens de la révolution et ne pas être réellement sa pensée propre, puisque des signaux convergents indiquent qu'il est en incapacité de diriger ce pays. Oui, alors ça, on aura peut-être davantage d'informations là-dessus, peut-être dans les prochaines semaines, qui sait. Autre cessez-le-feu et autres négociations entre, cette fois, le Liban et Israël. Il doit y avoir une session de discussion qui doit s'ouvrir aujourd'hui à Washington, ce serait la deuxième. Les Libanais arrivent avec une demande ferme, celle de prolonger le cessez-le-feu qui normalement expire dimanche. Là aussi, c'est un cessez-le-feu qui n'a de cessez-le-feu que le nom, puisque les Israéliens continuent leur frappe ciblée. D'ailleurs, il y en a eu encore ces dernières heures, il y a eu plusieurs victimes, au moins 4, c'est ce que disent les Libanais. Là aussi, ça ne tient vraiment qu'à un fil. Alors, il y a là aussi deux agendas différents. L'agenda qui se joue à Washington avec la négociation que vous évoquez, avec les Américains qui, évidemment, se félicitent, se réjouissent que depuis maintenant 33 ans, il n'y ait pas eu de rencontre entre le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, en tout cas entre un président libanais et un Premier ministre israélien, et d'une certaine manière, le fait que malgré les escarmouches que vous évoquez, et il faut évidemment avoir à l'esprit que depuis le déclenchement des opérations militaires israéliennes, il y a eu plus de 2000 morts et près de 1 million de déplacés. 1 million de déplacés, c'est à peu près 1/5 de la population libanaise, donc c'est absolument considérable, que ce soit au sud de Beyrouth ou au sud du Liban, avec aussi une différence d'approche, car il y a eu en même temps une négociation à Washington qui va reprendre, comme vous l'indiquez, jeudi, avec la cessation du cessez-le-feu qui aura lieu dimanche. La partie libanaise, d'ailleurs, arrive avec une demande précise de prolonger d'1 mois ce cessez-le-feu. Et puis de l'autre, à Paris, une autre négociation, un autre agenda. On le sait, la France n'a pas été invitée à Washington, malgré sa demande, et suite au rejet israélien, mais le président Emmanuel Macron a reçu Nawaz Salam, le Premier ministre libanais, en évoquant un autre agenda, celui du maintien des forces militaires françaises, italiennes et espagnoles, malgré la volonté américano-israélienne de mettre fin à la FINUL. Cette décision avait été prise en août dernier. La FINUL cessera d'être opérationnelle le 31 décembre prochain. Or, on conçoit, évidemment, avec la mort d'un deuxième militaire français, suite à la mort de 3 autres casques bleus indonésiens, que la situation n'est absolument pas réglée, puisque vous évoquez le fait que le Hezbollah est toujours en capacité de fourbir ses armes. La preuve en est avec le décès, il y a encore quelques heures, d'Anissé Girardet, le caporal-chef Anissé Girardet, suite au précédent décès d'un autre militaire français, le sergent-chef Florian Montoureau, et bien évidemment avec la volonté de maintenir ou de permettre à l'armée libanaise de enfin mettre
en exécution, si je puis le dire ainsi, la résolution 1701 d'août 2006 visant au désarmement du Hezbollah d'une part et surtout à la pleine souveraineté territoriale du Liban, c'est-à-dire le retrait des forces israéliennes. Oui. Est-ce que, de ce point de vue, vous évoquez la résolution des Nations Unies, vous évoquez aussi la France, est-ce que finalement Washington les a mis un peu hors jeu sous la pression de Tel Aviv ? Disons que la France s'est mise hors jeu elle-même. Elle s'est mise hors jeu elle-même en n'étant pas tout à fait en adéquation avec la position américaine. On sait très bien que le président libanais, Joseph Aoun, tient son élection d'une pression américaine très forte sur le Liban et notamment la possibilité, à travers ses partenaires, en l'occurrence les pays du Golfe, en particulier l'Arabie saoudite, de continuer et de permettre au Liban donc de sortir de sa crise économique qu'elle connaît maintenant depuis à peu près 5 ans, avec d'une part une volonté, d'autre part pardon, une volonté israélienne clairement manifestée. Benjamin Netanyahou a été très clair. Israël Katz, le ministre des Affaires étrangères également, comme quoi la France n'était pas la bienvenue à Washington, ce que les Américains, évidemment, n'avaient pas envisagé de toute façon. Donc oui, il y a eu une pression américano-israélienne pour marginaliser la France. C'est la raison pour laquelle le président Emmanuel Macron a décidé de faire en même temps ou en tout cas à quelques heures près, quelques jours près, une réunion à Paris pour montrer que la France est résolument aux côtés du peuple israélien et du peuple libanais, que la France veut la mise en application de la résolution 1701 et que la France restera présente pour permettre à l'armée libanaise d'accomplir son mandat. Ouais. Emmanuel Dupuy, les 27 chefs d'État et de gouvernement donc, de l'Union européenne se réunissent à partir d'aujourd'hui à Chypre, aujourd'hui et demain d'ailleurs. Ils vont discuter de l'Ukraine, ça c'est une chose, mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la discussion qu'ils vont avoir à propos de cette crise dans le Golfe Persique. Est-ce qu'ils pourraient profiter de la faiblesse, qui est peut-être passagère d'ailleurs, ou en tout cas de l'affaiblissement un petit peu passager de Donald Trump pour jouer une carte qui serait différente, une troisième voie dans ce conflit ? Ça dépend de quel agenda nous parlons. Le premier agenda sur lequel l'Union européenne, ou en tout cas un certain nombre de pays qui s'étaient réunis il y a quelques jours de manière en présentiel et virtuel à Paris, à l'initiative du président Emmanuel Macron, du Premier ministre britannique Keir Starmer, en présence du chancelier allemand Merz et de la première ministre italienne Giorgia Meloni, par rapport à la réouverture ou à la remise ou plutôt la libre circulation, l'assurance de la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. Ça, c'est une réussite qui engage les pays européens, d'ailleurs bien au-delà des 27, puisque ce sont 51 pays qui se sont engagés à réouvrir ou maintenir ouvert le détroit d'Ormuz. Donc il y a une forme de consensus qui va bien au-delà de l'Union européenne. Bien évidemment, sans les Américains, il va sans dire. Qui est en tout cas une autre façon de concevoir la réouverture du canal, du détroit, à travers une opération plus armée que ne le souhaiterait cette coalition des pays volontaires. Par contre, en ce qui concerne la question du Liban, en ce qui concerne la manière dont on doit traiter la question de la guerre ou évoquer le rôle de l'Union européenne et des pays européens par rapport au conflit engagé par Israël et les États-Unis depuis le 28 février, il y a un consensus qui est nettement moins clair. Il est nettement moins clair sur les finalités du rôle de l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne doit agir comme un facilitateur? Est-ce que l'Union européenne doit imposer au Conseil de sécurité des résolutions? La France en a proposé une il y a encore quelques jours, qui a été à travers duquel il y a eu un veto de la part de la Russie et de la Chine, pour lequel il y a eu un veto de la Russie et de la Chine. Ou est-ce que l'Union européenne doit proposer que ces bateaux, et c'est ce qu'elle fait, ou ce que certains pays font, la Grande-Bretagne, les États-Unis, même si la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'Union européenne, c'est bien au-delà
de la simple Union européenne que la voix de l'Europe pourra être portée, ou encore les bateaux, les frégates italiennes ou les frégates espagnoles, par rapport donc à une situation dans laquelle, on le comprend, et j'évoque l'Espagne à dessein, un certain nombre de pays sont dans le collimateur américain et donc veulent être beaucoup plus fermes dans la dénonciation de l'offensive américaine, l'Espagne étant au firmament de ces pays. Oui, l'Espagne est fer de lance avec aussi l'Irlande, mais aucun des deux n'est, ensemble en tout cas, ils ne sont pas parvenus à faire annuler ou à faire suspendre l'accord d'association avec Israël. Là aussi, c'est quoi ? Ce sont des dissonances au sein de l'Union européenne de ce point de vue ? C'est exactement ce que j'évoquais, où il y a des différences d'approche. L'Allemagne ne souhaite pas que l'Union européenne suspende son accord économique avec Israël. La France est dans une position un peu mitigée, et un certain nombre d'autres pays, l'Italie avec Giorgia Meloni, est un peu plus passée à l'offensive ces derniers temps pour montrer sa différence ou caractériser sa rupture avec, entre guillemets, avec la position américaine, ou un certain nombre de pays. Prenons le cas de la Hongrie. Le Premier ministre Viktor Orban est toujours Premier ministre hongrois. Par contre, son successeur, Peter Magyar, a dit que lui mènerait l'offensive diplomatique jusqu'au bout, allant même jusqu'à permettre ou à plutôt empêcher que Benjamin Netanyahou ne puisse venir dans l'espace en Europe, ou en tout cas annonçant qu'il exécuterait le mandat de la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou, et donc signifiant une hostilité de plus en plus forte vis-à-vis d'un certain nombre de pays, vis-à-vis de la position jusqu'au boutiste menée par le Premier ministre israélien. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis d'avoir été en direct avec nous dans cette édition matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes analyste politique et président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci encore et excellente journée à vous. À très bientôt. Merci.